Monsieur le vice-président, Madame la présidente, messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, donc je vais essayer de vous brosser rapidement. Mon rôle va être un peu frustrant pour moi, puisque je vais laisser les scientifiques éminents qui vont passer après moi vous parler plus de sciences. Donc moi, mon rôle, c'est responsable de programme, et donc ça fait plus de 20 ans que je travaille sur cette mission, et je vais surtout vous montrer, je vais faire un peu de la publicité pour les scientifiques français. Ça fait partie de mon rôle, et vous dire quel a été le rôle de la France dans cette mission. Voilà, vous avez une belle comète, Machnow 2007, malheureusement dans l'hémisphère sud. Ça peut être l'un des plus beaux paysages célestes visibles. Une magnifique queue de poussière. Vous avez ici une queue essentiellement de poussière, pratiquement pas de queue d'ion. Voilà, je résume un petit peu ce que je vais vous dire rapidement. L'historique, la mission elle-même, donc pas de science, je laisse ça aux orateurs suivants. Le rôle de la France, et je vais essentiellement me focaliser sur Philae, puisque Jean-Pierre Bibring, qui est lead scientist de Philae, est actuellement à Grasse en Autriche pour un comité directeur Philae, et donc peut-être qu'il sera présent à la fin de cette session, peut-être pas, donc je vais essentiellement me focaliser sur Philae. Un tout petit mot sur une comète importante pour les spécialistes des comètes, il y en a plusieurs dans la salle, L-BOP 97. Vous voyez très très bien la distinction entre une queue de poussière ici en blanc, des grains plutôt lents, une queue courbe, une queue d'ion. Les queues peuvent atteindre 100 millions de kilomètres. Le message principal, c'est qu'un noyau cométaire est entre 1 et 10 kilomètres. On n'en connaît pas 4000 aujourd'hui, et aucun, sauf peut-être un, dépasse 100 kilomètres. Ça, c'est une propriété qu'il faut comprendre. Il n'y a pratiquement aucune grosse comète, alors qu'on a 700 000 astéroïdes qui vont des plus gros de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, et évidemment sur les orbites qui n'ont rien à voir avec les orbites des comètes. Un document historique, la naissance de Rosetta, qui s'appelait Comet Nucleus Sample Return. On est en 87, c'est une proposal, comme on dit en anglais, faite à l'ESA et à la NASA par un groupe de scientifiques, et j'ai souligné en jaune les Français, j'ai pas oublié, non. Donc M. Festou, un grand spécialiste des comètes à Toulouse, malheureusement décédé, Yves Langevin, qui est encore actif sur cette mission, sur l'instrument COSIMA, et vous reconnaissez Pillinger sur Beagle 2, Gerhard Schwemm qui a été Project Scientist, et je ne les cite pas tous. Donc la naissance de Rosetta, c'est environ 87, en fait c'est le survol de la comète de Halley, et déjà avant le survol, on s'interrogeait pour la suite, donc c'est cette proposition faite à l'ESA et à la NASA. Néanmoins, comme ça arrive en coopération, 6 ans plus tard, les Américains se retirent, et l'ESA considère qu'elle ne peut pas faire un retour d'échantillon cométaire seule, donc la mission devient une mission d'analyse in situ et un rendez-vous cométaire. Donc en 1994, la mission Rosetta devient une pierre angulaire, cornerstone en anglais, du programme qui était à l'époque sous la direction de Roger Maurice Bonnet, qui aura joué un rôle fondamental sur cette mission. Et donc on démarre réellement, et il y avait 2 petits atterrisseurs à l'époque, Roland pour Rosetta Lander, l'atterrisseur allemand extrêmement ambitieux, longue durée de vie, des bonds sur la comète, un peu fou comme atterrisseur, le tout dans moins de 50 kilos, et une coopération franco-américaine, Champollion. La suite ne s'est pas passée encore tout à fait comme on l'attendait. La NASA se retire de Champollion et entraîne les Français sur une autre mission, DS4 Champollion. Et donc nous restions sur Rosetta, mais pour les aspects in situ. Et Bibring était très leader. Jean-Pierre Bibring, qui est... dont j'ai déjà cité le nom, était très leader dans toute cette coopération pour travailler avec les Américains sur cette mission. Malheureusement, là aussi, 3 ans plus tard, DS4 Champollion est annulé. Et là, Roger Maurice Bonnet a un rôle capital. Il convoque tout le monde. Il dit, écoutez, on avait prévu 100 kilos pour 2 atterrisseurs. Moi, je vous demande, messieurs les Allemands, messieurs et mesdames d'ailleurs, les Allemands et les Français, vous allez vous unir. On n'était pas que Français et Allemands, mais on était plutôt leaders. Et les Allemands, un petit peu à reculons, ont accepté de nous incorporer sur ce gros atterrisseur en incorporant les expériences françaises, Shiva, Bibring, IAS et Concert, Wlodek Hoffman, ici présent, qui vous en parlera longuement. Ensuite, malheureusement, décembre 2002, échec d'Ariane 5, c'était le 2e échec, je crois. Donc le lancement est reporté. C'est une catastrophe, il faut retrouver une nouvelle comète. Entre-temps, Rosetta Lander, qui était un nom un peu provisoire, est rebaptisé Philae, et le lancement a lieu en mars 2004 vers la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Voilà pour l'aspect historique résumé extrêmement rapidement. À peine arrivé à la comète, voilà la situation où nous étions
à début 2014 concernant les noyaux cométaires. Toutes visitées par des missions, des sondes spatiales. Évidemment, Vega et Giotto, c'est la comète de Halley, mais Deep Space One, Stardust, Epoxy, Deep Impact, tout ça est américain. Et nous avions 5 noyaux cométaires sous la main, pas un de plus. Certains actifs, regardez Hartley 2 en 2010, c'est un noyau actif. Halley était active aussi. Mais on n'en savait pas plus. Et à l'époque où cette slide, nous ne connaissions pas. Actuellement, Churyumov, Gerasimenko. Voilà ce qu'est Rosetta. Rosetta, c'est une énorme sonde, 3 tonnes, 3 mètres par 2 mètres par 2 mètres pour ce qui est de la caisse centrale. Des panneaux sommaires de 32 mètres, je pense que ça rentre tout juste dans cette pièce. Pourquoi ? Parce que nous allons très loin du Soleil, 5 unités astronomiques, et aussi très près du Soleil. Donc vous avez à droite des systèmes thermiques très particuliers d'ouverture et de fermeture. Et on distingue Philae, qui fait à peu près un petit mètre cube, 1 mètre sur 1 mètre, et une centaine de kilos. Et Philae communique à Rosetta, et Rosetta, avec sa grande antenne, communique avec la Terre, bien sûr. Quelques chiffres. Rosetta, c'est environ 1,3 milliard d'euros répartis sur 20 ans, mais je ne suis pas sûr que tous les coûts, parce que toutes les expériences sont financées par les États membres, c'est le coût ESA. Pour la part française, on a fait un chiffrage qui est d'environ 250 millions, là aussi répartis sur 20 ans, c'est-à-dire 20 centimes d'euros par an et par Français. Pour vous donner un ordre d'idée, le calcul pour Philae, également tout consolidé, 180 millions. En gros, Philae, c'est 10% de Rosetta et 10 expériences sur Philae, environ 11 sur Rosetta. D'autres chiffres rapidement, 500 scientifiques et ingénieurs, y compris l'industrie et y compris les laboratoires. Au CNES, c'est une équipe de 20 personnes, je vais vous les présenter rapidement, une dizaine d'entreprises et 17 laboratoires français impliqués sur cette mission, avec 300 000 heures de travail, par exemple. Voilà la trajectoire. Donc, ça vous explique, le grand trait jaune en bas, c'est Jupiter. Et la trajectoire qu'on voit le moins bien, c'est celle de la comète. Et en blanc, c'est Rosetta. On a fait 5 tours autour du Soleil en tout, parce que même avec Ariane 5, envoyer 3 tonnes sur cette trajectoire directement pour un rendez-vous qui doit être convergent n'est pas possible. Il a fallu faire de l'assistance gravitationnelle. Je ne rentre pas dans les détails. Plusieurs survols de la Terre et de Mars pour nous entraîner jusqu'à Jupiter. De l'innovation. L'innovation, c'est, si ça veut bien marcher, écoutez, ça ne marche pas, pour une raison que j'ignore. Qu'est-ce qui se passe ? Bon. Voilà, ça, c'est un problème Macintosh, j'ai l'impression. Sur PC, ça marchait bien. Ah, voilà, il faut le lancer. Voilà, l'innovation, c'est comment on fait... Allez-y sur le triangle, si vous pouvez. En fait, on aborde un tout petit corps dont la gravité est négligeable, et il faut l'aborder pour 2 raisons côté dos au Soleil. D'abord parce qu'il faut voir ce corps, sinon il serait à l'ombre, on serait en contre-jour. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas envie de traverser la queue de la comète, qui est antisolaire, comme vous le savez. Donc, on a besoin d'aborder cela côté opposé à la queue. Et c'est ce que vous allez peut-être voir ou pas. Non, j'ai peur que ça ne marche pas. Bon, en fait, on a fait une espèce de spirale. C'est surtout l'Agence spatiale européenne, en l'occurrence. Et ces spirales sont des triangles. Il n'y a pas de gravité, donc on fait des triangles et on s'approche. Et ces triangles sont courbes. Malheureusement, non, il y a écrit codec indisponible, donc on ne va pas y arriver. Tant pis, ça fait partie des aléas de Macintosh. Alors, la comète, là, ça marche. Voilà comment nous avons découvert la comète. Et je peux vous dire que ces images, qui étaient très impressionnantes quand nous avons découvertes, c'est un rêve pour un scientifique, comme moi, comme d'autres, comme beaucoup ici dans cette salle. C'est un cauchemar pour les ingénieurs. Pourquoi ? Parce que cette comète a plusieurs caractéristiques. Elle est bilobée, donc atterrir dessus, c'est déjà très complexe en termes de champ de gravité. Très rapidement, les ingénieurs nous ont dit « Vous voulez vous poser sur le cou ? On vous l'interdit. Vous ne pouvez pas. Le champ de gravité, nous ne savons pas le calculer. » Et en plus, vous voyez, c'est extrêmement rugueux, c'est extrêmement chahuté comme surface, et on a 3 mois pour trouver un endroit. Sur Mars, en général, on met 3 ans pour choisir un site. Là, il fallait travailler dans l'urgence. Donc, ça a été une opération extrêmement enthousiasmante, mais difficile, et on était un peu dans la précipitation. En bas à droite de cette image, vous avez la comète. Vous ne la voyez pas, parce qu'elle est plus sombre que la Lune. Elle a une albédo, un coefficient de réflexion qui est plutôt proche du charbon, 4, 5, 6% suivant les auteurs. En haut à gauche, c'est Encelade, c'est de la glace pure. On a à peu près 100% d'albédo. Et vous reconnaissez la Lune et la Terre qui a un albédo de 40%.
Donc imaginez quand même que vous voyez un corps qui est plutôt proche du charbon et non pas de la pierre et non pas de silicate. Voilà quelques images du noyau, mais je ne vais pas en montrer beaucoup parce que ça serait trop long. Une espèce de neige de printemps qui est noire comme du charbon. Ça a été extrêmement surprenant de la voir. On sait maintenant, et Sonia Fornacier va beaucoup détailler ça, c'est rond, qui était totalement incompris au moment où on a vu cette comète. D'habitude, sur les corps planétaires, tous ces ronds sont les cratères d'impact. Ici, ce ne sont pas des cratères d'impact, mais je laisse les orateurs suivants vous détailler cela. La comète, c'est fragile. Une comète, ça se casse. On connaît d'innombrables comètes qui se sont fracturées. Vous avez ici une fracture qui fait environ 3 mètres de diamètre, de large, sur une centaine de mètres. Et on se situe exactement au cou. Donc, probablement dans un siècle, cette comète va se fracturer, peut-être même avant. D'ailleurs, la première cible, on appelle ça une cible de Rosetta, était Schwarzmann 3, prévue en 93. En 95, elle s'est brisée. Mais l'image que je vous montre ici date de 2005. C'est tout à fait fascinant de penser que tous ces petits morceaux de comète, un peu comme du sucre qui fond dans votre café, sont encore actifs 10 ans après et sont en co-orbite avec le noyau principal. C'est tout à fait étonnant. Et on a croisé des gros blocs en arrivant à la comète qui sont eux-mêmes en co-orbite avec la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc, qu'est-ce que vous avez à bord de Rosetta? Vous avez 11 instruments. Et j'ai mis en blanc les laboratoires français qui ont contribué à ces instruments. En bas à droite, vous avez le LAM, c'est la caméra avec toutes ces magnifiques images que vous voyez. Le LESIA, Virtis a beaucoup contribué, le LESIA LIAS, sur l'instrument infrarouge. Wlodek Hoffman vous parlera de concert, donc je n'en parle pas plus. Le LATMOS est impliqué dans la spectrométrie UV, qui est l'instrument ALICE. Sur COSIMA, vous avez le LPC2E qui a fait le canon à ion qui bombarde les grains. Je n'en dis pas plus. Et Pierre Anconas connaît bien MIRO, l'instrument submillimétrique qui permet de voir la comète dans ce domaine de longueur d'onde. En orange, les laboratoires qui contribuent au traitement scientifique sans avoir participé aux instruments. Je ne vais pas beaucoup donner de résultats scientifiques, mais je voudrais quand même... Et je n'ai pas de son, donc c'est raté, parce que j'aurais voulu vous... Voilà. Un peu de son. C'est le son de la comète. Alors, c'est tout à fait intriguant. C'est un magnétomètre qui a mesuré ce son, que vous entendez très mal. Voilà, vous l'entendez mieux. C'est un faux son, je vous le dis tout de suite, mais c'est un son qui vient d'un plasma, puisque c'est un magnétomètre. Et il a été accéléré 10 000 fois. La question, c'est comment on a un signal périodique comme ça. Je peux vous dire que le responsable scientifique de ce magnétomètre, au début, disait « je n'y comprends rien, je ne peux pas vous expliquer cela ». En fait, c'est un phénomène plasma assez complexe, que je ne pourrais pas vous expliquer d'ailleurs, peut-être que d'autres auteurs pourront le faire. C'est une interaction d'un plasma poussiéreux avec le vent solaire, qui donne ce bip-bip un petit peu à la Spoutnik. Quelques chiffres clés sur Rosetta, sur la comète. Donc, 20 milliards de tonnes, c'est sa masse, c'est énorme, mais c'est rien du tout pour un corps planétaire, bien sûr. Une densité très faible, 0,47, donc la moitié de la comète flotterait sur l'eau. Une porosité énorme, 70 à 80% de vide à l'intérieur d'une comète. Un rapport poussière-gaz de 4 qui est bien supérieur à ce qu'on avait anticipé. On cherchait plutôt des comètes pas trop poussiéreuses. Elle est un peu plus que l'on ne pensait. Le rapport d'échurage, j'en parle pas puisque ça sera mentionné par la suite. Un effet d'obliquité, 52 degrés. Ça veut dire qu'on a des effets de saison très prononcés sur la comète. L'hémisphère nord, qui a ses couches de poussière, est très différent de l'hémisphère sud, qui est celui qui subit le plus d'érosion et qui est totalement dépourvu de poussière. Quant aux températures, on peut descendre à moins 243 degrés, mais en gros, les températures ne veulent pas dire grand-chose, puisque le matériau cométaire est extrêmement isolant et la température varie de 50 degrés sur quelques décimètres de profondeur. Philae. Donc, je vais plutôt m'orienter sur Philae. Là encore, qui a fait quoi en France? Donc, tout le système d'imagerie, et vous les verrez, c'est Bibring LIAS avec le LAM. Sur COSAC, juste à gauche, qui pour moi est l'instrument peut-être le plus important de Philae, je le dis. C'est celui qui doit nous donner la composition du matériau organique réfractaire. On en parlera plus tard. CONCERT, évidemment, puisque nous sommes sur un radar bistatique. Sésame, APXS, un peu l'IRAP y a contribué. Voilà pour les contributions instrumentales. Concernant le rôle du CNESP particulièrement, donc on a eu un rôle système, comme on dit dans le jargon, ça veut dire qu'on s'est préoccupé de l'aspect global de Philae, avec le partenaire allemand qui est leader. On a fourni pile à batterie, on a fourni le système de communication entre Philae et Rosetta, et on a fait tous les calculs de descente-atterrissage
vous allez voir que ces calculs ont été extrêmement performants et on s'est impliqué dans les opérations scientifiques, je vais y revenir. Alors c'est une organisation très complexe, un schéma parmi d'autres. Ce qu'il faut voir, c'est surtout le logo qui est en bas. En fait, vous avez 11 instituts dans Philae et 9 pays en Europe. Donc l'Italie, la France, l'Allemagne, l'ESA elle-même, la Finlande, l'Autriche, la Hongrie et la Grande-Bretagne et l'Irlande. Donc c'est très compliqué de gérer un projet avec 11 instituts et 9 pays, et ça a été un petit peu difficile parfois. Alors le schéma d'organisation, je crois que je vais passer parce que c'est un peu technique. Juste pour vous montrer quelques personnes, voilà l'équipe, les navigateurs interplanétaires du CNES, qui sont en pleine opération au moment où Philae s'est posé. L'équipe, c'est environ une vingtaine de personnes, et au centre, c'est Philippe Godon, le chef de projet. Le point important, c'est que cette équipe est plus importante que l'équipe allemande, ce qui est une anomalie. Les Allemands étaient leaders, c'est pas normal que nous soyons plus nombreux que les Allemands, et on a eu pas mal de problèmes à cause de cela. Le comité directeur, steering committee, qui est international, j'ai mis des flèches sur les Français, à gauche Bibring, Godon, le chef de projet, et moi-même à l'extrême droite, et vous aviez Jean-Bernard Dubois, qui est un ingénieur de Toulouse, plus les autres, 25 à 30 réunions. C'est rarissime de faire autant de ces réunions du steering committee parce que les problèmes étaient nombreux. D'ailleurs, je l'avais écrit sur un tableau blanc. Philae, ça sera vraiment un miracle si on se pose. En fait, je ne pensais pas du tout à ce qui s'est passé. Je pensais que Philae aurait d'autres problèmes. Néanmoins, comment s'est-on posé? Il a fallu choisir un site. Et là, on réunit tout le monde. Ça s'est passé 2 week-ends parce que tout le monde est disponible. Il y a 70 personnes sur la photo. Les ingénieurs, les scientifiques, l'Agence spatiale européenne, le CNES, et tous fin août et début septembre, 2 réunions importantes. Et on commence par repérer 10 sites, on en choisit un, et ensuite on choisit l'endroit où on se pose. Vous avez typiquement un avion pour vous comparer un petit peu les échelles. Et sur ce site, si on se pose n'importe où, ça peut très très mal se passer, parce que le site est quand même assez rugueux, il y a des falaises, il y a des blocs. Ça demande une navigation très précise, c'est très complexe. Évidemment, l'ESA ne voulait pas mettre en danger Rosetta, qui est quand même, Philae c'est la cerise, mais Rosetta c'est le gâteau, donc on ne prend pas de risques inutiles. Et vous avez cette stratégie un peu complexe de largage de Philae. Je voudrais vous le montrer par ce petit film qui ne tourne pas. Est-ce que ce film va être visible? Bon, j'ai pas la souris. Ah oui, c'est que j'ai des... Non, alors ça c'est embêtant. J'ai peur que ça ne... Ça marche, voilà. Alors, ça marche ou ça marche pas? Non, ça ne s'affiche pas. Bon, eh bien, écoutez, c'est encore une anomalie Mac. Il faudrait que l'Académie passe un PC, je crois que ce serait plus efficace. Voilà, donc en fait, c'était un film qui vous montre l'ellipse d'erreur. Il y a un petit point, et c'était une vue de Philae. C'était une simulation. On a fait 1 milliard de simulations. Moi, j'ai posé la question, vous êtes sûr? C'est pas 1 million? Non, 1 milliard, parce qu'on a des calculateurs très puissants. Et ce sont des simulations réelles qui nous permettent de calculer cette ellipse. Cette ellipse, c'est quoi? C'est 99 chances sur 100 de se poser à l'intérieur, compte tenu d'incertitudes, de temps de largage, d'angle de largage, etc. Et vous allez voir le résultat. Si je peux avoir la diapo suivante. Voilà la réalité. Alors, ces images ne sont pas du tout des gadgets. C'est pour vérifier que jusque-là, tout va bien. Donc, Philae, photographie Rosetta. Et ce que vous avez en champ de vision, c'est le panneau solaire de Rosetta. Rosetta est à droite. Donc, jusque-là, tout va bien. Là, vous avez Philae photographié par Rosetta. Philae a ouvert son train d'atterrissage, a libéré les antennes de concert. Kaufmann est ravi. Et Romap, le tout petit point en bas à gauche, est également déployé. C'est un magnétomètre qui jouera un rôle clé pour comprendre l'histoire de Philae par la suite. Et ensuite, on continue à photographier. Tout se passe bien. Philae tourne sur lui-même, mais ses pieds sont toujours vers le bas. Et parallèle à la surface au moment de l'atterrissage, on a simplement une roue à inertie à l'intérieur qui fait que Philae ne tourne pas cul par-dessus tête. Et donc, c'est extrêmement encourageant. Voilà la caméra de descente qui photographie la comète pendant la descente. On est à 3 km. On passe à 72 mètres, 60 mètres, 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, et on se pose. Et vous avez vu qu'il y avait un gros rocher, donc on aurait pu tout à fait tomber dessus. Alors, un mot sur l'atterrissage, ça a été le moment un peu douloureux de l'histoire. Vous avez 2 petites pointes en dessous, ça s'appelle des harpons. Donc, on avait 3 systèmes d'ancrage sur la comète, ou anti-rebond, les fameux harpons qui sont là. Vous aviez également des thrusters qui est indiqué, c'est-à-dire une rétrofusée qui nous plaquait au sol
dès qu'on avait le contact avec le sol. Et damping, c'était un amortisseur comme vous avez sur votre automobile. Eh bien, sur ces 3 systèmes, 2 n'ont pas fonctionné. Les harpons n'ont pas déclenché, le propulseur à gaz froid n'a pas déclenché non plus. L'amortisseur a empêché qu'on reparte dans l'espace interplanétaire. Néanmoins, ça a été un peu chaotique. Voilà exactement à quoi ressemblait un harpon. C'est pourtant de la pyrotechnie, c'est ultra fiable. Et ça n'a pas fonctionné. On pourra en parler si vous voulez pour se poser des questions. Et là, si j'ai ma souris, je voudrais vous faire entendre un vrai son. Voilà, si j'y arrive. Ça, c'est un vrai son, c'est-à-dire qu'on a enregistré la vibration je voudrais le repasser une deuxième fois, mesurer sur le corps de Philae lui-même. Vous allez me dire, dans l'espace, on ne s'entend pas crier, mais on peut enregistrer les vibrations, et donc on a ce son. En fait, le trait vert, c'est le contact avec la comète. Et pendant 20 millisecondes, on a 20 cm de quelque chose de très très mou. Il ne se passe rien, et tout d'un coup, on tape dans du très dur. Et c'est tous ces signaux de choc et toute la déformation de Philae qui se traduit par un son que je vais essayer de repasser si j'y arrive. Voilà. Et ça nous dit qu'il y a 20 cm de cette poussière qui sont des grains et qu'en dessous, le sol est extrêmement dur, ce qui est un peu un paradoxe, on pourra en parler, parce que la comète est extrêmement fragile. Alors, les navigateurs interplanétaires, ceux de l'ESA, mais ceux du CNES aussi, peuvent être très fiers, puisque nous nous sommes posés à 100 mètres du point théorique visé. Vous voyez le bloc qui est à droite, on est au centre de l'image de droite, et j'ai reproduit le bloc, j'ai représenté le bloc sur l'image de gauche. Donc on est tout près de cette étoile bleue, et ça, c'est une prouesse technique tout à fait extraordinaire. Alors ça, c'est l'image de la descente, et le problème, c'est que tout à fait en haut à droite, vous voyez ce tout petit point, c'est Philae qui est reparti. C'est-à-dire qu'on a laissé des oreilles de Mickey sur le sol, on a touché le sol ici, mais ensuite on est reparti. Et c'est ça la catastrophe. Cette image qui n'a pas été diffusée le 12 novembre 2014, en fait, était vue par les ingénieurs. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. En fait, tout ça est flou. Shiva prend des images, mais comme Philae est en train de tournoyer, évidemment, on ne voit pas grand-chose. Voilà une image historique. C'est la caméra Shiva de Jean-Pierre Bibring qui a pris cette image, l'unique image de ce qu'est un paysage cométaire depuis la surface. À gauche, vous avez le pied de Philae et vous distinguez aussi l'antenne de Concert. Mais en fait, cette image, il faut la regarder comme ça, parce que nous sommes sur le flanc, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que nos antennes pointent vers la surface, ça veut dire qu'on a un vrai problème et qu'on n'est pas sûr de pouvoir fonctionner. En fait, on a bien fonctionné, voilà le paysage complet, corrigé un petit peu les effets géométriques. En bas, il y a très peu de photons, donc on a énormément grossi. C'est simplement les photons réfléchis sur Philae qui nous permettent de voir la surface. À gauche, il y a un rocher, à droite, il y a un rocher. On est dans un trou, on est entre deux falaises. Et en fait, on est très mal. On est dans une mauvaise posture. Néanmoins, Philae communique et Philae est en train de fonctionner pendant 3 jours sur sa pile. Et l'image centrale est extrêmement intéressante. C'est ce que l'on a sous Philae dans l'axe de sa foreuse. Vous savez qu'on a une foreuse et qu'on voudrait aller prélever d'un échantillon. Et voilà la zone que l'on voudrait forer. On a envoyé la foreuse est partie, 50 cm, malheureusement elle n'a rien foré. Elle a foré dans le vide, et ça c'est un peu la grande déception de Philae. Et c'est pour ça qu'on a voulu réveiller Philae, parce que le travail n'était pas achevé. Alors ça, ce film, je vais laisser le soin à c'est Lodec qui va le présenter, parce que je suis un peu long. Juste pour vous montrer qu'on a fait 1200 mètres dans nos rebonds, à une vitesse inférieure à la vitesse de libération, c'est étudié pour, et qu'on est quand même monté à 250 mètres d'altitude. Ça a été quand même de la haute voltige. Et après le deuxième rebond, on a totalement virevolté cul par-dessus tête pour finalement arriver sur un site qu'on appelle Abydos. Là, je vous montre un petit peu le cyclogramme extrêmement étudié pendant 10 années de tous les instruments. Je crois que Concert est en mauve, rose, mauve, un peu à gauche. Et ce cyclogramme a été, a mis 10 ans à être établi. Il a été jeté à la poubelle dans la nuit qui a suivi. Et on a improvisé un cyclogramme dans la nuit parce que nous n'étions pas du tout dans une situation nominale. Il fallait impérativement que le plus rapidement possible, tous les instruments fonctionnent. Et tous les instruments ont été activés, y compris la foreuse. Je vais vous donner quelques résultats scientifiques. Donc Shiva, vous avez vu les images.
COSAC, je vais en parler tout de suite. Ptolémée est un autre spectromètre de masse et il y a eu des très beaux résultats. Eurolis, c'est la caméra de descente, je vais vous montrer. Kaufmann va nous parler de CONCERT. Cézanne nous a dit qu'on a passé un courant électrique entre les pieds de Philae. On a pu confirmer qu'il y avait de la glace d'eau dans le sol et qu'il y avait une conductivité qui indiquait la présence de glace d'eau. Mupus, c'est cette espèce de marteau-piqueur qui est rose, qui est doré, qui a confirmé qu'il y avait environ 15 cm de poussière, très molle, et en dessous, un matériau extrêmement dur, puisque le marteau-piqueur n'a jamais pu pénétrer. APXS n'a pas touché le sol, donc aucun résultat scientifique à cause du fait qu'on était sur le flanc. Et Romap a donné une information capitale. Il n'y a absolument aucun champ magnétique sur la comète, pas de champ magnétique induit. Et donc, les modèles de formation cométaire, dont certains ont besoin de champs magnétiques pour améliorer l'agrégation des petits grains pour former les comètes et les petits corps, ces modèles ne sont pas... il ne faut pas prendre en compte de champs magnétiques puisque cette comète n'a aucun champ magnétique induit. Alors ça, c'est probablement un résultat très important, mais qui est partiel. Quand nous avons tapé sur la comète, nous avons soulevé beaucoup de poussière. Ces poussières sont tombées sur Philae, y compris sur le trou qui servait à prélever l'atmosphère. Et donc, dans le cyclogramme, nous avons prélevé du gaz. Et au moment où ces grains étaient en train de se pyrolyser naturellement à la température de Philae. Et donc, ces molécules complexes que vous voyez ici ont été observées une fois au moment de la pyrolyse naturelle, et dans les tests suivants, elle n'était plus là. Donc on sait qu'on a affaire à la pyrolyse. Malheureusement, on a pyrolysé, je dirais, à une température ambiante, alors que COSAC prévoyait de monter à 600 degrés, donc on n'a pas pu observer de molécules plus lourdes, alors que ma conviction, c'est qu'elles existent, mais ça, c'est un débat qu'on pourra avoir, puisque Cosima ne les a pas vues. Du point de vue des fournitures françaises, Champagne, la pile a tenu 64 heures, on est parfaitement ravis. Quelques mots pour montrer que le 12 novembre 2014, même Google était à l'heure de Philae, même le Wall Street Journal était chapeau bas, who says the spirit of innovation is dead in Europe. Venant de Wall Street Journal, c'était quand même important. Le président de la République était venu à la Cité des Sciences avec 2 ministres au moment de cet événement tout à fait important. Et je terminerai par la recherche de Philae. Wlodek va nous parler de la localisation de Philae. Et voilà typiquement l'ellipse. Et c'est dans cette ellipse qu'on a cherché. Alors, Philippe Lamy, le premier, a prétendu l'avoir trouvé. Voilà en haut à gauche un zoom sur l'image. Évidemment, il faut les yeux de la foi. Son argument, c'était il n'était pas avant, ce point blanc est arrivé après. Malheureusement, des points blancs, il y en a partout. Et depuis, on en a trouvé 5. Autre Philae, donc on était un petit peu ennuyé. Le CNES s'est beaucoup intéressé à ce Philae en se disant celui-là on y croit. Néanmoins, c'est dur d'être convaincu que ça ressemble à Philae. En tous les cas, à Toulouse, on était convaincus et il a fallu attendre septembre 2016. Vous ne le voyez pas, pourtant il est sur l'image. Il est juste à droite et le voilà en zoom. C'est lui. Et là, plus personne ne conteste qu'on a trouvé Philae. Je dirais c'était bien celui de Philippe Lamy, donc bravo Philippe Lamy à Marseille. Il avait une bonne intuition, c'était celui-là. Et je dirais qu'au CNES, on est très fiers parce que voilà la photo et à gauche, vous avez la simulation. Et vous voyez que la simulation, pourquoi on fait cette simulation? Parce qu'on essaye de comprendre pourquoi Philae n'a pas fonctionné sur ces panneaux solaires par la suite. On a eu 1 an. Et la raison est maintenant connue. Voilà le meilleur contact en juillet 2015. Ça fait 10 minutes, c'est insuffisant pour faire travailler Philae. Et la raison maintenant est bien connue, c'est pas que notre transpondeur était en panne, c'est simplement que l'activité de la comète était telle que Rosetta était à 200 km. Or, le bilan liaison avec notre transpondeur, compte tenu du fait que probablement le signal se réfléchissait sur la surface, eh bien, on n'avait plus de signal. Donc, on avait des coupures brutales que vous voyez ici, qui viennent d'interruptions par effet de seuil. Voilà la couverture de Science, en tous les cas l'illustration, qui est relativement proche de la réalité. Et je voudrais simplement, pour finir, vous montrer des belles images de l'atterrissage de Rosetta. On est le 30 septembre 2016. Juste pour terminer, pour le plaisir des yeux, on se pose et on se rapproche encore. Et là, on commence à être très très près de la comète. Voilà typiquement un trou. Alors, le PI n'a pas montré ce que l'on voit dans cette zone noire, mais je peux vous dire qu'on voit des choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est cette structure sur le flanc, on en parlera tout à l'heure, et voilà l'image à 3 mm par pixel, la dernière image, avant la fin de la mission. Alors pourquoi la fin de la mission? Voilà le signal de Rosetta, et au fur et à mesure, le signal s'arrête.
La raison vient de l'Union internationale des télécommunications qui nous a imposé de couper le transpondeur au contact de la comète. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une certaine crainte, et ce sera mes dernières paroles, que ce transpondeur émette un signal parasite et qu'il puisse polluer, que sais-je, un GPS, que sais-je, un système de communication. Donc l'ESA s'est contraint de couper. Donc on n'avait aucun espoir de fonctionner au sol, alors qu'on aurait peut-être pu le faire, hormis le fait que l'antenne était mal pointée. Voilà, je m'arrête là, merci. Donc, merci beaucoup, Francis. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai peut-être une première question. Là, le champ magnétique était nul, mais quelle est la limite de détection, la plus petite valeur que vous pouviez détecter ? Alors, je n'ai pas la réponse. je n'ai pas la réponse. Peut-être que certains... En tous les cas, on était sur Philae. Philae était sur la comète, donc on était vraiment très très proche. On avait un niveau de sensibilité excellent. Ça a été confirmé par Rosetta par ailleurs. Donc, il n'y a pas de champ magnétique induit à bord de cette comète. Et on a même repéré une cavité magnétique qui est que le champ magnétique du vent solaire est dévié par le plasma de la comète. Et on a toute une zone à champ magnétique nul. C'est probablement cette oscillation dans la frontière de cette cavité magnétique qui donne le son de la comète que je vous ai fait entendre, parce que cette frontière, de façon spatiale et temporelle, fluctue, et ça donne ces oscillations. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Oui, vous avez dit que les cratères que l'on voit sur la surface de la comète ne sont pas des cratères d'impact. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, ça va être présenté par d'autres, mais les cratères, en fait, au moment de la comète de Halley, je me souviens d'une discussion avec Jean-Loup Puget, de cette noble assemblée, et il s'interrogeait sur les jets. Qu'est-ce que c'est que quels sont les mécanismes qui font que l'activité d'une comète, et ça se voit sur cette image, ce sont les jets individuels extrêmement localisés. Certains partent vers la gauche, d'autres partent vers la droite. Donc il y a un effet Karcher pour moi. C'est une cocotte minute, une comète, mais ce n'est pas du liquide, c'est de la glace qui passe en phase gazeuse. Donc il y a une surpression. Et en fait, cette surpression enlève beaucoup de matériel, du gaz, mais aussi des grains. Et ensuite, la comète s'effondre, c'est très fragile. Et ça crée des trous. Donc tous ces trous, ce sont des pieds de jet qui ont été actifs ou qui sont encore actifs. On a repéré à l'intérieur de ces trous une certaine activité. Donc la corrélation, qui est très difficile à faire, il faut faire la 3 dimensions, entre un jet individuel et le trou a été faite avec la caméra Osiris. Et donc on a pu corréler chaque jet avec chaque trou. Et tout ça est relativement bien compris. Néanmoins, ce n'est pas le seul mécanisme qui existe, parce qu'il y a une zone qui s'appelle Imhotep, très plate, que les spécialistes de Rosetta connaissent bien, où là on a vu une activité qui progresse latéralement sans créer de trou. Donc probablement c'est ce qui se passe en dessous qui est différent. Donc il n'y a pas unicité dans le mécanisme d'activité d'une comète, mais il y a un mécanisme prépondérant qui forme des trous. Le film montrait une rotation. Est-ce que quelle est la vitesse de rotation sur elle-même de la comète ? La rotation de quoi ? La rotation sur elle-même. De la comète ? La comète tourne en 12 heures 20 minutes. Les petits corps tournent en 6-10 heures typiquement. Certains peuvent être plus rapides, mais c'est relativement classique. De toute façon, c'est étudié pour. Je veux dire qu'on n'aurait jamais pris une comète, parce qu'on peut mesurer la vitesse de rotation du noyau sans voir vraiment le noyau, en mesurant la lumière qui fluctue. Et donc, une comète très rapide, on ne l'aurait pas choisie, parce qu'on ne peut pas se poser dessus. Donc, on voulait une comète qui soit à peu près moyenne, et 12 heures, c'était tout à fait possible. L'idée étant qu'on va se poser à 9 heures du matin local pour avoir une journée cométaire, c'est-à-dire 6 heures, 2 jours, avant de passer dans la nuit, et on pouvoir faire les images, avoir de l'énergie, de la chaleur. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Sauf qu'on est tombé dans un trou très sombre, et ça ne s'est pas du tout passé comme c'était prévu. Question pour sourire quand même, mais c'est magnifique, hein, on est ébloui. Mais vous devez avoir envie de faire mieux. Vous y retournez quand ? Pardon ? Vous y retournez quand ? Alors oui, moi personnellement, mais je pense que chacun des intervenants pourra répondre à votre question. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Il y a certainement le retour d'échantillons,
Et pourquoi il a été annulé? Parce qu'évidemment, les scientifiques disent, nous, on ne veut pas que l'échantillon chauffe. Or, une comète, c'est plutôt à moins 200 degrés. Donc, maintenir un échantillon cométaire à moins 200 degrés jusqu'à la rentrée à 13 km par seconde dans l'atmosphère de la Terre, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a des matériaux à changement de phase, mais ça fait que la capsule devient très grosse. Enfin bon, c'est complexe. Mais oui, le retour de l'échantillon, c'est fondamental. Je pense qu'on pourrait faire un super filet, parce que COSAC n'a pas fait le job. Nous n'avons pas foré, n'avons pas pyrolysé les molécules lourdes. J'ai tendance à dire qu'il y en avait, mais on n'a pas pu les analyser. C'est très dommage. Vous allez voir qu'on a analysé d'autres molécules polymérisées, mais il nous manque un petit quelque chose à mon avis. Mais Nicolas, tu me confirmeras. En attendant de faire mieux, on remercie beaucoup Francis. Merci.